Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, installez-vous confortablement, c'est 24 heures en Alsace, une heure d'actualité régionale comme chaque soir de la semaine. En direct à 19h, on va parler des maisons des compagnons du devoir qui vous ouvrent leurs portes ce vendredi. Et ce samedi, on va parler jeunesse, on va parler formation, on va parler excellence avec cette maison strasbourgeoise, portes ouvertes vendredi et samedi. On va parler sport comme chaque lundi avec Marine Zis, on parlera basket notamment, avec Jérémy Enzeli, le capitaine de la SIG qui sera notre invité. On parlera handball également, ça va mieux du côté de Célestat. On parlera aussi d'Alsaciens qui ont brillé en tennis de table, en gymnastique notamment, et on parlera bien sûr gastronomie également comme chaque lundi avec Nicolas Riffel qui pousse les portes des cuisines et des restaurants alsaciens direction Morchevillers-le-Bas cette semaine pour ce restaurant étonnant qui raviront les gourmets. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, le bilinguisme et la coopération transfrontalière étaient au menu du nouveau déplacement en Alsace aujourd'hui de Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires. La forêt de Haguenau candidate au label d'une des plus belles forêts de France, un club très fermé de 7 forêts actuellement. De nombreux critères doivent être remplis pour être éligibles. Réponse l'an prochain. Et puis vous le voyez, la Biennale d'art contemporain de Strasbourg se poursuit jusqu'à fin mars. Déjà 7000 personnes ont poussé les portes de l'Hôtel des Postes depuis 2 mois. Mais pour commencer, de nouveaux actes à caractère antisémite découverts en Alsace aujourd'hui à Strasbourg. D'abord, c'est un document écrit qui a été signalé à l'école maternelle du Conseil des 15 en début de matinée. Un peu plus tard, c'est à Momenheim que 5 croix gammées ont été découvertes sur les murs de l'ancienne synagogue, aujourd'hui salle communale. 2 actes qui interviennent 2 jours après les dégradations commises sur la stèle de l'ancienne synagogue de Strasbourg. De passage en Alsace aujourd'hui, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, s'y est arrêtée en début d'après-midi, en présence notamment du maire de Strasbourg, Roland Ries, et de membres de la communauté israélite. Jacqueline Gouraud, qui était en Alsace aujourd'hui pour rencontrer des élus locaux et évoquer quelques-unes des compétences de la future collectivité européenne d'Alsace. La ministre a fait un premier arrêt à Guebwiller ce matin dans une classe bilingue, avant de se rendre cet après-midi à Gamsheim pour évoquer avec les maires la coopération transfrontalière. On l'écoute. Une politique très forte de renforcement grâce à la collectivité européenne d'Alsace se fera par des intervenants qui pourront être embauchés par la collectivité européenne d'Alsace, qui pourront intervenir hors temps scolaire, mais qui permettront de renforcer à la fois le corps des intervenants et qui pourra renforcer évidemment l'enseignement de la langue, qui est déjà une belle réalité, mais comme vous le savez, il y a des difficultés à recruter suffisamment d'enseignants. Donc c'est une manière, bien sûr, de répondre à un problème qui n'est pas seulement culturel, comme dirait le maire allemand, qui est aussi un problème économique, puisqu'on sait que beaucoup de jeunes ont besoin de parler l'allemand pour travailler dans des entreprises allemandes installées en Alsace ou pour aller travailler, on le voit ici quand on voit cette passerelle, pour aller travailler en Allemagne dans des entreprises de l'autre côté du Rhin. Dans le reste de l'actualité, la forêt de Haguenau sera peut-être bientôt une des grandes forêts françaises. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les membres du comité de pilotage qui œuvrent pour la labellisation de cette forêt. Le contrat de projet vient d'être signé. Il est l'heure de préparer le dossier de candidature. Le label est décerné à des forêts emblématiques françaises pour la qualité de leur biodiversité, mais aussi pour leur patrimoine et leur gestion. Annonce des lauréats en 2020, Fanny Kunz. Elle offre une biodiversité remarquable et une richesse patrimoniale impressionnante. La forêt de Haguenau se situe au cœur de l'Alsace du Nord et s'étend sur 13 000 hectares.
Si d'aventure elle est traversée par les randonneurs à toutes les saisons, ils ne savent peut-être pas ce qui s'y cache. Tumuli qui recouvre des sépultures antiques ou pins sylvestres bicentenaires uniques en France, cette forêt regorge de trésors. Actuellement, tous les yeux sont tournés vers elle car les acteurs locaux se lancent dans un grand projet, la faire concourir au label Forêt d'exception. Le label Forêt d'exception, il est délivré par l'ONF aux plus grandes forêts emblématiques de France. Donc ce sont des forêts domaniales. Et l'objectif, en fait, c'est de concrétiser des programmes de développement durable sur ces forêts qui présentent en fait des patrimoines exceptionnels. Le but du jeu, c'est vraiment de mettre en place des actions concrètes en faveur de cet espace naturel. Mais pour devenir reine des forêts, il va falloir l'aider, cette forêt. Entre 2019 et 2023, 24 projets devraient être réalisés. Création de sentiers, préservation des espaces naturels et des cours d'eau, zonage de l'espace forestier, autant d'initiatives pour favoriser l'accueil du public et pour protéger la biodiversité. La ville était déjà fortement engagée dans des politiques de développement durable par ailleurs. Donc il semblait tout à fait naturel qu'on applique ce principe de développement durable, économie, social, environnement, je dirais, sur ce patrimoine forestier qui représente quand même 75% du ban communal de la ville. Donc c'est pas rien. Et surtout, la co-construction du projet se fait avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la forêt. Parmi les 7 forêts françaises de renom qui ont déjà obtenu ce label d'exception, on peut citer les forêts de Bercey ou de Fontainebleau. Il faut dire que les conditions à remplir sont strictes. Pour l'Alsace, ce serait une première. On a un intérêt très, très fort, notamment en développement de marketing territorial. C'est vraiment l'objectif de cette démarche, à travers notamment la valorisation touristique, mais aussi sportive, culturelle, et aussi les itinéraires cyclables, mais aussi la valorisation des espaces naturels sensibles. Donc tout ce développement permettra aussi donc, de proposer plus d'activités à tous les Barinois, mais aussi tous les visiteurs de notre Alsace. Le contrat de projet vient d'être signé, les premières actions sont en cours de préparation. Si tout se passe comme prévu, la forêt indivise de Haguenau devrait se voir décerner le label Forêt d'exception début 2020. Elle devait fermer ses portes ce week-end, mais rempile pour un mois. La première biennale d'art contemporain de Strasbourg a visiblement rencontré son public. Adeline Piron. T'aurais pas vu mon téléphone ? Allez, on laisse tomber lui et les réseaux sociaux le temps de la biennale d'art contemporain Touch Me qui joue les prolongations jusqu'au 31 mars prochain. Et parmi le public sensibilisé, les plus jeunes. Avec leur smartphone comme prolongement du bras, ils sont souvent la cible de critiques. L'exposition permet de questionner ses usages et habitudes. À travers l'art contemporain et notamment les œuvres que nous avons choisies qui ne sont pas anxiogènes de manière frontale, ça leur donne à réagir. Nous devons surtout échanger avec eux. Il faut beaucoup les écouter. Et puis, si vous les écoutez, en fait, ils finissent par vous entendre aussi un peu et vous montrer qu'ils arrivent à réfléchir en autonomie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vraiment confiance dans cette nouvelle génération. L'exposition est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, amateurs d'art, curieux ou entreprises. 7000 personnes se sont déjà interrogées autour de la citoyenneté à l'ère du numérique. L'équipe organisatrice de la Biennale espère passer la barre des 10 000 visiteurs avec ce mois supplémentaire d'ouverture. Je suis très surprise, d'abord j'étais surprise, maintenant je suis vraiment très touchée de la qualité de l'attention et du besoin de discuter des publics. On sème avec les artistes des petites graines qui peuvent nous permettre de reprendre un petit peu les choses en main plus tard, j'espère. Le café de la Biennale reste ouvert lui aussi jusqu'au 31 mars dans ce bâtiment créé à l'ère des balbutiements de la télécommunication. Ce sera aussi la dernière occasion de profiter de l'hôtel des Postes avant sa fermeture pour travaux, puisque le bâtiment emblématique de la période allemande de la ville sera réhabilité et transformé en logement, bureau et brasserie. Réouverture prévue à l'été 2019. Et on termine ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, elle est signée d'Oliviane.
Le Récit, le réseau Est Cinéma, Images et Transmission et le rectorat de l'Académie de Strasbourg proposent aux collégiens de CM1 et de CM2 d'Alsace un concours de critique cinématographique. Avant le 10 mai prochain, ils sont invités à rédiger une critique sur le film de leur choix. Un jury de professionnels désignera 10 lauréats en fonction de l'originalité du point de vue, la bonne compréhension du film et la qualité de la langue. Cette critique de 7000 caractères maximum devra comprendre quelques données techniques, un résumé du film et surtout un avis personnel. Merci beaucoup Anna, vous cédez la place aux invités de la seconde partie de cette émission autour de Marine Zis. On parlera sport comme chaque lundi et puis on parlera de jeunesse, de formation, d'excellence avec Jason Pouli des Compagnons du Devoir. Et puis lui aussi est jeune et lui aussi est excellent, Jérémy Enzeli, le capitaine de la SIG pour la partie basket. Ce sera tout à l'heure, installez-vous confortablement. Nous on regarde le temps qu'il fera demain. La météo, c'est signé Célia Mérimèche. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Avenue à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo du mardi 5 mars. On regarde ce que nous réserve le temps. Et c'est un temps plutôt couvert qui nous attend sur l'ensemble du territoire, mais avec beaucoup plus de passages d'éclaircies, quelques passages nuageux tout de même, et même de la pluie prévue du côté de Wissembourg. Les températures, quant à elles, restent plutôt fraîches en matinée. Mardi matin, comptez 4 degrés du côté de Wissembourg, 5 degrés pour Saverne, pour Strasbourg ou encore pour Mulhouse, 3 degrés la minimale du territoire, ce sera pour Orbourvire ou encore Colmar. L'après-midi, le temps se couvre davantage, toujours quelques passages d'éclaircies prévus pour l'ensemble du sud du territoire et plus dans le monde pluie à des nuages. Des nuages prévus sur le centre et même quelques gouttes de pluie, un temps beaucoup plus humide pour le nord du territoire, de la pluie prévue pour Saverne, Wissembourg ou encore Karlsruhe. En après-midi, les températures grimpent, mais pas énormément. Regardez, 8 degrés du côté de Wissembourg, 9 pour le col de Saverne, 11 degrés, ce sera pour Strasbourg et 12 degrés pour l'ensemble du Haut-Rhin. Un petit coup d'œil sur vos prévisions de mercredi maintenant et un temps toujours très couvert sur l'ensemble de l'Alsace. Des nuages prévus, 17 à 18 degrés. Par contre, les températures grimpent pour mercredi après-midi. Toujours un temps très doux sur la région du Bade-Wurtemberg également. Et pour le nord de la Suisse avec 17 à 18 degrés un petit peu partout. Mardi, nous serons le 5 mars et ce sera mardi gras. Le soleil se lèvera à 7h03 pour se recoucher à 18h18 et on gagnera encore 4 minutes de soleil. Je souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous laisse dès demain en compagnie de Sada. Salut! Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Avenue à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Et on va parler jeunesse, formation et excellence dans cette première partie d'émission. Bonsoir Jason Pouli. Bonsoir. Vous portez le titre délicieusement désuet de prévôt des Compagnons du Devoir, de la maison de Strasbourg des Compagnons du Devoir. Exactement. Et vous ouvrez les portes justement de cette maison et au centre-ville de Strasbourg. Portes ouvertes ce vendredi et ce samedi. Cette semaine, vous faites ça assez régulièrement. C'est quoi le but du jeu? C'est de montrer le savoir-faire au grand public, à tout le monde, ou surtout de toucher des jeunes que vous accueillez généralement en formation? Alors c'est un peu des deux déjà. Alors c'est la deuxième fois qu'on les fait de l'année. On a fait ça le dernier week-end de janvier. Il y a un mois là déjà. Donc le but effectivement c'est de toucher un maximum de jeunes ou de personnes afin qu'on puisse sensibiliser sur ces métiers-là qui sont pas connus, peu connus, voire un peu dénigrés des fois. Donc notre but premier c'est de pouvoir en parler, pouvoir échanger là-dessus, montrer ce qui est possible de faire en termes de formation, en termes de diplôme et voilà, peut-être créer des vocations chez certains jeunes. Le credo des Compagnons du Devoir, il y a plusieurs, on parle toujours de maison des Compagnons, il y a plusieurs étages dans la maison. Le premier étage c'est l'apprentissage, c'est quoi? C'est une formation en alternance, pour faire simple, dans une structure un peu particulière qu'est la vôtre. C'est quoi la particularité des Compagnons du Devoir? Tout le monde souvent connaît ce mot. C'est vraiment axé sur les métiers traditionnels? Alors exactement, déjà c'est que de l'alternance. On fait que de l'alternance, donc entreprise et centre de formation chez nous. Et effectivement, la première étape c'est l'apprentissage. Donc apprendre les bases d'un métier, que ce soit en théorie, en pratique, et pouvoir se perfectionner plus tard. Et la particularité, c'est que on a nos formateurs qui sont compagnons pour la plupart, qui ont fait un Tour de France, qui ont voyagé, qui se sont perfectionnés, qui sont assez jeunes, on va dire. C'est un monde de jeunes et on est formé par des jeunes. Et le but, c'est vraiment de transmettre un maximum et donner un petit peu cette envie à tous ces jeunes qui se cherchent un petit peu.
termes de formation. Vous parliez de Tour de France, ça existe toujours justement, oui, ce Tour de France des compagnons du devoir. En quoi est-ce que ça consiste encore aujourd'hui ? Alors le Tour de France, effectivement, ça existe toujours. Moi-même, je l'ai fait. Et le principe, le but, c'est vraiment, chaque année, changer 1 fois ou 2 fois de ville en France ou à l'étranger pour se perfectionner dans son métier, passer des diplômes et se créer un réseau d'entreprises, de collègues, augmenter ses compétences, augmenter ses connaissances et puis toujours avancer un peu plus loin dans son métier pour pouvoir plus tard le transmettre à un peu plus jeune. Le retour en grâce des filières professionnelles, de l'apprentissage, c'est votre credo depuis très très longtemps. Ça revient un petit peu, je dirais la mode, peut-être pas tout à fait le mot, mais ça, on va dire meilleure presse, une meilleure image. Ça vous conforte dans ce que vous faites. Alors c'est vrai qu'on sent une pulsion depuis 1 an ou 2. Vous le voyez aussi, vous le sentez. Et on le voit au niveau des effectifs. Effectivement, on a de plus en plus de jeunes. Et on augmente chaque année, donc c'est bien, tant mieux, mais il en manque toujours autant dans certains métiers, et il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre qualifiée, on va dire, et de personnes qui savent se servir de leurs mains et de leur tête pour travailler. Donc vraiment, le but, c'est de pouvoir montrer tout ça à plein de monde et que ça puisse en intéresser énormément. Jérémy Enzeli, on parlera basket tout à l'heure, promis, mais si vous n'aviez pas été basketteur, qu'est-ce que vous auriez pu faire comme métier ? Qu'est-ce qui vous aurait botté ? Je pense que j'aurais été vigile. Non, j'aimais beaucoup la vente parce que j'aime bien le contact humain et c'est toujours un plaisir d'atteindre un but en vendant quelque chose, donc c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal. Bon, Jason Pouli, vous faites pas de vente encore, vous êtes que sur la formation, ça viendra peut-être, c'est pas tout à fait tous les deux dans le manuel. Exactement. Ouais. Cette philosophie des compagnons du devoir, j'ironisais gentiment sur le titre de Prévost, c'est une vraie force quand même, quelque part, cette culture maison un petit peu, C'est ce qui fait la différence un petit peu par rapport à un centre de formation, pour être vulgaire lambda, c'est que il y a une certaine proximité, que ce soit avec les formateurs, que ce soit avec le personnel, que ce soit avec les prévosts. On n'est pas très vieux, on est aussi issu de la formation professionnelle et notamment des compagnons. Donc on sait de quoi on parle parce qu'on l'a vécu et on est capable de les accompagner différemment. Et en gros, il y a vraiment cet esprit de famille, de maison, de bien-être chez soi. Donc c'est pour ça qu'on réussit plus ou moins bien avec ceux qu'on accompagne. Il y a l'apprentissage, on va dire classique, la formation en alternance. Il y a quand même toujours une partie, je ne sais pas si c'est le mot, élitiste, entre guillemets. On parlait du Tour de France, on parle du chef-d'œuvre à réaliser pour montrer son savoir-faire. C'est aussi c'est quoi ? C'est un... Alors, je ne dirais pas élitiste, mais il y a une forme de savoir-faire. Alors, le but d'excellence. Le but des compagnons, c'est d'amener tous les jeunes conformes à devenir compagnons. Alors, ça n'arrive pas avec tout le monde parce que chacun prend un petit peu des voies différentes parfois, mais le but, c'est vraiment de pouvoir emmener les jeunes sur le Tour de France, les accompagner tout au long de ce Tour de France-là, en termes de diplôme, de formation et tout ce qui va avec, et même culturellement parlant, parce que c'est vrai que selon les régions, il y a plein de différences, et notamment en Alsace. Et le but, c'est de les amener à ce qu'on appelle ce chef-d'œuvre pour qu'ils passent l'étape qu'ils arrivent à l'étape de compagnon et pour pouvoir continuer plus tard. Qu'est-ce qui, pour finir, vous disiez vous-même, les anciens élèves deviennent enseignants, ça c'est la vraie philosophie de... Alors c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, non. C'est un choix, après, c'est comme n'importe quel... Mais c'est dans la philosophie de la maison. Exactement, mais après on redonne forcément, que ce soit en termes de bénévolat ou en devenant salarié en tant que formateur ou en devenant salarié en tant que prévôt d'une maison de compagnons. Il y a plein de manières de redonner et la plupart du temps, tout le monde le fait un petit peu, et c'est le but. Merci beaucoup Jason Pouli d'être venu nous présenter ça ce soir. Ça se passe vendredi et samedi à la maison des Compagnons du Devoir de Strasbourg, rue de Vasselonne, près de la gare pour ceux qui connaissent. C'est donc pour tout le monde et puis si ça peut vous donner des idées de formation pour les plus jeunes notamment. Jusqu'à quel âge on peut devenir compagnon ? Concrètement on peut se former y a pas d'âge. Toute sa vie. Marine, vous pouvez vous reconvertir. Allez, vous voulez plus de moi en fait Mathieu, c'est ça ? Mais j'ai pas dit ça du tout. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. On parle sport avec Marine qui reste encore au sport, au moins pour cette émission dans un instant. Et avec Jérémy Enzeli, on parle basket notamment et du match de la SIG de ce week-end et de plein d'autres choses. Tout ça juste après la pub. À tout de suite. Et comme chaque lundi on parle sport, ça s'appelle Top Sport, c'est présenté par Marine 10. Et au sommaire ce soir, retour sur le match du Racing d'hier soir.
On prendra également des nouvelles handball de Célesta, sans oublier gymnastique et puis bien sûr pour changer tennis de table. Et surtout, ce soir, on parlera basket avec notre invité Jérémy Enzeli, le capitaine de la SIG. Vous voyez les images, vous avez ramené la coupe à la maison, comme on dit, le trophée de la Leaders Cup. Ça vous paraît déjà loin, peut-être, cette image-là ? Pas loin, mais effectivement, j'avais un peu oublié déjà. On va en revenir dessus tout à l'heure. On commence par du volley, Mathieu. Ouais, on commence par du volley. On fondait beaucoup d'espoir ce lundi sur, on pensait vous présenter un autre trophée, les Mulhousiennes qui avaient l'occasion de remporter la Coupe de France de volley, un trophée que les Mulhousiennes n'ont jamais remporté. Et ben pas du tout en fait. Les Mulhousiennes se sont pris un peu les pieds dans le tapis. Le Final Four de la Coupe de France, ça se passait ce week-end à domicile en plus pour les Mulhousiennes. Toutes les planètes étaient alignées. Ça se passait chez elles. Vous voyez pas les sports en mode Coupe de France. Elles sont leaders du championnat. Cannes, leur principal rival, elles les avaient éliminées en quart de finale, donc tout allait bien. Et puis patatras, les Mulhousiennes ont tout gâché samedi soir en demi-finale contre Nantes. Nantes, alors équipe en forme, c'est vrai, du championnat actuellement, 4e. Mais les Mulhousiennes avaient pourtant remporté le premier set. Elles ont perdu les 3 suivants. Mulhouse éliminé de sa demi-finale, de sa Coupe de France. Les Mulhousiennes, vous voyez sur ces images, ont dû se contenter dimanche à 15h de la petite finale, celle qui servait de levée de rideau à la grande. Le cœur n'y était pas vraiment. Les Mulhousiennes ont en tout cas eu le mérite et le professionnalisme de faire le job et de s'imposer en 3-7 dans cette petite finale. Les Mulhousiennes en rouge et noir évidemment contre le Paris Saint-Cloud, l'autre équipe battue. Saint-Raphaël a créé la surprise dans la grande finale et a donc remporté son premier trophée. Mais victoire amère pour les Mulhousiennes qui avaient donc l'occasion de remporter pour la première fois de l'histoire du club la Coupe de France. À domicile, tout était réuni et ça n'a pas marché du tout. Victoire donc au goût amer hier après-midi pour Léa Solner et les Mulhousiennes. Je savoure pas du tout ma victoire. On l'a fait parce que c'est notre job et qu'on doit être professionnel. Donc voilà, on a joué, on a fait un bon match de qualité. Mais voilà, beaucoup de regrets par rapport à hier et ouais, ça reste. Hier, on a oublié qui on était, comment on s'était construit, dû sans doute à l'enjeu, aux émotions, aux attentes peut-être qui étaient trop grandes par rapport à nous. Voilà, maintenant, comme je leur ai dit, on gagne ensemble, on perd ensemble, on va se relever ensemble. Hier aussi, un peu plus tard que le volley, Mathieu, du foot, le Racing. Ouais, le Racing, les Mulhousiennes, c'était pas leur week-end. Le Racing, un peu dans le dur aussi en ce moment. C'était pas le dimanche des Strasbourgeois qui étaient à Nice hier après-midi. Du côté du Stade du Ré, les Strasbourgeois en bleu, évidemment, qui ont souffert en première mi-temps avec le feu follet Alain Saint-Maximin. La pépite niçoise sur l'aile qui donne le tournis à toute la défense, à Kenny Lala notamment. Il se retourne, un joli centre au deuxième poteau pour Youssef Attal, un petit peu seul qui devance Dimitri Liénard et Nice ouvre la marque. Donc en milieu de première mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent côté Racing. C'est à peine mieux en seconde période. Nuno d'Acosta, la frappe, c'est très loin du cadre et même si les Niçois n'étaient pas géniaux, Saint-Maximin lui a fait le spectacle avec ce nouveau solo, ce caviar expédié au-dessus de la barre, 1-0. C'est le 5e match sans victoire consécutif pour le Racing qui est un petit peu dans le dur, qui stagne un petit peu aussi au classement. Les Strasbourgeois sont 9e, vous le voyez. Il faudra se reprendre et ça s'annonce pas facile. Prochain match, ce sera à la Méno samedi après-midi, 17h contre l'Olympique Lyonnais qui a gagné 5-1 ce week-end. Ça s'annonce costaud, Marine. On fout toujours une image insolite. Regardez cette photo. Alors, Jérémy, Mathieu, je vous pose la question, est-ce que vous reconnaissez l'endroit ? Moi oui, mais j'ai triché. Jérémy, ça vous dit quelque chose ? Non. C'est Clairefontaine. Et alors si on peut remettre la photo, à droite c'est l'équipe féminine du FC Burnop-le-Haut, qui est donc dans le Haut-Rhin, et à gauche donc l'équipe de France, les joueuses de Burnop qui sont allées faire un stage à Clairefontaine le temps d'un week-end. Voilà, elles sont mises dans la peau de championne. Carrément. On va parler basket avec notre invité Jérémy Enzeli, le capitaine de la SIG. Retour au championnat, c'était ce week-end avec un match contre Le Mans. C'était la reprise après la trêve internationale et la victoire en Leaders Cup. C'était Le Mans Orenus, Marine, beaucoup de lettres bizarres. Ça s'est plutôt bien passé pour les Alsaciens. Oui, les deux équipes qui étaient à égalité avant le match. La SIG qui mène les débats en première mi-temps, plus 11 à 3 minutes de la pause. Le score à la mi-temps, 41-36. Et puis la SIG a pu compter ensuite sur un excellent Youssouf Affal en deuxième partie de match. 4 paniers à la suite pour lui. Ça fait plus 11 pour la SIG. La SIG qui maintient Le Mans à distance durant le troisième quart-temps et la moitié du quatrième. Mais Le Mans rattrape doucement mais sûrement son retard. 69-63, la SIG respire à nouveau avec ce 3 points de Jarel Eddy, 74-66. Et puis ensuite, c'est un panier avec la faute pour Le Mans, 74-71. Les visiteurs sont à -3. Et puis s'ensuit sur une attaque strasbourgeoise un stop défensif du Mans avec ce joli contre. Il reste 37 secondes. Le Mans a la balle pour revenir à égalité et les Noirs marquent et reviennent à -1.
16 secondes avant la fin du match. Temps mort, il s'ensuit une succession de lancers francs des deux côtés. Et puis en toute fin de match, Mike Green a 1 sur 2 au lancer franc alors qu'il reste 4 secondes, qui permet à la SIG de rester à plus 2. Le Mans, dans les dernières secondes, qui tente un dernier tir à 3 points. Et sur le buzzer, c'est loupé. Les Sigmen se sont fait peur mais remportent le match 77-75. La SIG a empoché une victoire importante dans la course au play-off. Avec 12 victoires et 9 défaites, Strasbourg est actuellement 6e au championnat de Jeep Elite. Alors Jérémy, cette fin de match était un petit peu compliquée. C'était quoi? C'était surtout offensivement que vous avez eu du mal les dernières minutes? Ouais, je pense qu'on les a un peu moins bien contenus. On n'a peut-être pas assez joué. En attaque, on voulait trop conserver la balle et pas faire d'erreurs. Et c'est la même erreur qu'on avait déjà fait chez eux. On avait bien géré le match pendant 3 quarts-temps et demi, presque même pendant 4 quarts-temps. Et sur les 3 dernières minutes, ils s'étaient revenus. Et là, ce shoot-là, on a vraiment eu peur. Parce que moi, de mon angle, j'ai même cru qu'il y était. Donc il m'a fallu quelques secondes pour savourer la victoire. Mais le plus important, c'est qu'on l'a obtenu. Marine parlait de la victoire en Leaders Cup, ça remonte à 15 jours déjà, il y a eu la trêve internationale. C'est presque dommage de ne pas avoir pu enchaîner tout de suite. C'est vrai qu'après un trophée, parfois on est sur une bonne dynamique, on enchaîne. Là, il y a eu une espèce de coupure. Après, je pense que c'est aussi un break qui faisait du bien, parce que de toute façon, jouer 3 matchs en 3 jours, c'est intense, et pour le corps, c'est assez impactant. Mais c'est surtout d'avoir gagné derrière contre Le Mans. Et si là, on réussit à enchaîner avec une deuxième victoire, là, ça va donner une vraie dynamique. Et je pense qu'on pourra surfer dessus pendant quelques temps. Durant le match, on a pu voir 2 nouveaux joueurs, 2 Australiens. Le championnat est terminé là-bas. Il y a un nouveau meneur, Nathan Sobey. On va voir les images juste là. 28 ans, il est le meilleur passeur du championnat en Australie. Et puis à l'intérieur, David Anderson, 38 ans, 2,13 m. Ça fait du bien, 2 nouveaux joueurs comme ça pour la suite de la saison. Mais je pense qu'on avait déjà un très bon effectif. La mayonnaise, elle n'a pas toujours pris, mais là, avec 2 joueurs comme ça rajoute encore. Là, ça commence à devenir vraiment très dense. Je pense que pour les équipes adverses, quand elles font le scouting contre nous, elles commencent à se dire que ouais, quand même, l'équipe là, c'est pas mal du tout. Donc maintenant, il faut que ça prenne, qu'on les intègre bien et qu'on puisse essayer toujours de retirer le meilleur de chacun. Et je pense qu'on pourra espérer quelque chose. Ça va être une saison, ça va être relativement long la fin de saison parce que vous êtes éliminé de Coupe d'Europe. Évidemment, Coupe de France, Leaders Cup, c'est fini aussi. On passe sur un rythme à 1 match par semaine seulement. C'est différent dans le timing. Sinon, sur les 6 premiers mois de saison, on est à 2 matchs par semaine. Ça va être un petit peu long. Comment vous appréhendez cette fin de saison? On va dire que ce sera une période d'adaptation. Le temps qu'on se réadapte à 1 match par semaine, donc à beaucoup plus d'entraînement. Mais on a aussi besoin que vraiment on puisse se trouver, puisque c'était aussi difficile de travailler des fois, puisque on n'avait que 2-3 jours entre chaque match. Et il fallait quand même aussi gérer le corps entre les deux. Donc là, on aura le temps de bien travailler, d'avoir un vrai collectif. Et je pense que c'est comme ça que Vincent pourra mettre de plus en plus sa patte sur cette équipe. Vous avez eu un passage à vide au mois de janvier, c'était un mois difficile. Ça vous a relancé ce trophée de Leaders Cup. Quelles sont les ambitions pour la fin de saison? Vous avez des objectifs clairement définis? Oui, de toute façon, on sait que dans tous les cas, la SIG, c'est une top team en France. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une compétition. On a un effectif de 12-13 joueurs. Donc, c'est clair qu'on joue le titre. Après, on sait que ce ne sera pas facile, mais comme je l'ai dit, justement, avec un entraînement par semaine, ça va nous permettre de bien travailler et de pouvoir maximiser notre potentiel, je pense. Vous avez surpris beaucoup de monde en allant remporter cette Leaders Cup. Le Strasbourg était souvent favori. Là, c'est peut-être qu'il vous l'a décroché l'année où on vous attendait peut-être le moins. Il y a eu, entre l'élimination en Coupe d'Europe, il y a eu une altercation entre joueurs à un moment à l'entraînement. Vous avez vous-même, vous avez vous-même boudé une fois le vestiaire lors d'un déplacement à Limoges. Enfin, c'est une drôle de saison dans un effectif où en fait, nous, on en fait des tonnes et en fait, ça fait partie de la vie d'une équipe. Bon, c'est quand même, il y a eu pas mal de rebondissements, ça c'est clair, mais dans chaque effectif, chaque année, il y en a toujours, même là actuellement, dans plusieurs autres effectifs de Jeep Elite, il y en a, donc c'est les aléas de la saison. Après, il faut les gérer, et là, sur la Leaders Cup, justement, cette équipe a su montrer qu'elle n'avait pas que du caractère en dehors du terrain, on a su le montrer sur le terrain, donc c'est une bonne chose. Donc maintenant, à nous de construire à partir de ça, pour essayer d'aller chercher le vrai titre. On n'est pas obligé d'être copains tout le temps dans une équipe. Enfin, c'est comme dans la vraie vie, hein. Il y a des conflits aussi au basket, comme dans. Ouais, c'est comme dans une famille. Par exemple, entre frères et sœurs, on se bagarre bien, mais c'est pas pour autant qu'on s'aime pas. Donc c'est la même chose. On a su construire sur ça, donc je pense que c'est le plus important.
Marine, basket ou pause? On y retourne après au basket. Ouais, je vais vous parler d'un Alsacien. On parle pas souvent de tennis de table, et bah c'est un tort. On va apprendre à en parler avec ce jeune homme qui va faire parler de lui certainement. Il s'appelle Can Akudzu. Il vient de Haguenau, natif de Haguenau. Il est devenu champion de France senior de tennis de table. Ça se passait au Mans ce week-end. Vous le voyez en bas de votre écran en gris et jaune. Natif de Haguenau, je le disais. Il a commencé le ping ou le tennis de table, comme vous voulez, à Haguenau. Pôle espoir à Haguenau. Puis après, il a dû s'exiler un petit peu. Pôle France du côté de Nantes. Il est passé par l'INSEP, par un club allemand également. Ça va très vite, hein. C'est vraiment très impressionnant. Et il remporte donc à 21 ans son premier titre de champion de France lors de ces championnats qui se passaient au Mans, Antares, hein, la salle de basket. Can Akudzu, 21 ans, à suivre évidemment, en tout cas un des talents alsaciens, exilé un petit peu à Cergy-Pontoise, un des meilleurs clubs français depuis quelques années, mais à suivre Marine actuellement. Autre sport dont on parle un peu moins souvent, gymnastique. Ce week-end se passaient les demi-finales de top 12 entre Haguenau et Meaux. Ça se passait à Haguenau. C'est une compétition top 12 par équipe, 12 duels de gymnastes par match. Un duel, en fait, c'est une gymnaste de chaque équipe qui affronte une autre gymnaste sur un agrès. Haguenau donc, qui affrontait Meaux, les championnes de France en titre. Il y a eu des duels à insérer, notamment, vous le voyez là à la barre, 12,45 points pour Meaux contre 12,40 pour Haguenau. Également, c'était compliqué. Regardez là, vous voyez des images, ça se joue à pas grand-chose, hein. C'est très très technique. Ça se jouait à pas grand-chose, notamment aussi au saut. Le saut qui a été remporté pour moins de 2 dixièmes par Meaux. Vous voyez ici voilà, des images du saut. Haguenau a remporté seulement un seul des 12 duels partagés entre les 4 agrès. Victoire large, hein, largement de Meaux, 34-14. Et désormais, c'est place pour les Haguenoviennes à la petite finale le 26 avril contre Saint-Étienne. Et l'enjeu donc, ce sera la médaille de bronze pour elles. Oui, très attentif, Jérémy Enzoli. Les basketteurs qui sont grands et pas très souples, ça les impressionne, la gym. Ouais, j'étais en train de regarder ce qu'elle faisait, c'est impressionnant. Moi, là-dessus, j'ai fait un tour et je suis au sol. Donc. Après, 3 mois de kiné, quoi. On va parler handball, ça va pas mal, ça va beaucoup mieux pour le Célestat Alsace Handball après un début de saison un peu catastrophique. Ça va beaucoup mieux chez les Violets. Ils jouaient ce week-end à domicile contre Massy. Ça se passait vendredi soir dans leur salle du CSI avec toujours du monde. Leur public les a pas lâchés. Les Violets qui commencent doucement, très doucement, un partout après 8 minutes. On a pris son temps, hein. Ça s'est accéléré un petit peu, heureusement, après les Célestadiens qui trouvent du jeu rapide. Nati Camara qui permet aux Célestadiens de faire la course en tête dans cette première mi-temps. D'autant plus que Perisic, au but, commence à enchaîner les parades et même à bloquer certains ballons. Résultat, relance immédiate à la façon quarterback pour trouver la fusée. Nati Camara, on est déjà de l'autre côté du terrain. Ça se passe bien pour Célestat. Massy qui est sur 4 victoires consécutives, qui est 5e du championnat pour l'instant, une place de play-off, qui revient 13-10 pour les Violets à la pause. Le bras de double, regardez la petite feinte entre les jambes du gardien, le jet de 7 mètres, ça c'est du sang-froid. Célestat toujours bien dans cette deuxième mi-temps, des nouveaux arrêts de Perisic, des relances toujours rapides. Kauvenberg à son tour, Célestat toujours devant. On craignait cette équipe qui a parfois des trous de concentration qui lui ont coûté cher dans certains matchs. Ça va plutôt bien, les Célestadiens vont être costauds. Perisic toujours, le spectacle allié à l'efficacité, le kung-fu en fin de match pour Camara et puis le pivot Niembo en mode roucoulette et les Célestadiens qui s'imposent sans trembler cette fois-ci 25-21, 3e victoire consécutive à domicile pour les Violets. Ça va un peu mieux, ça donne de l'air en tout cas au classement. Nouvelle dynamique peut-être, écoutez Nati Camara. Nouvelle dynamique, oui et non. On a toujours essayé de se donner à fond. Maintenant, le travail commence un peu à payer. On fait moins d'erreurs, on reprend un peu confiance à force de faire des résultats. Donc c'est cool, ouais, on est sur une bonne dynamique. C'est cool, dit-il, regardez ce que ça donne au classement. Ça va beaucoup moins bien en tout cas par contre pour les Sables, la fusion Schillig-Strasbourg qui a perdu le match à ne pas perdre du côté de Grenoble. Les Sables qui redevient relégable, les deux derniers descendent, il reste encore 8 matchs. Célestat, vous le voyez par contre, est 8e avec 15 points à 7 points des playoffs à 8 journées de la fin. Est-ce qu'avec cette nouvelle dynamique, Célestat peut à nouveau regarder vers le haut? Écoutez à ce sujet Christophe Viennet, l'entraîneur célestadien. Non, je crois qu'il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter avec ça. Il n'est pas question de regarder vers le haut. Bon, pas question de regarder vers le haut. Non. On ne posera plus la question, promis. Il y a quand même encore 7 points. Mais sur leur dynamique actuelle, qui sait? On reviendra quand même du côté de Célestat jeter un œil. On continue de parler basket, Marine, mais côté coulisses, côté vestiaire cette fois-ci. On
Jérémy, vous vous rappelez sûrement de cette action. Regardez ces images. Alors, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était le 17 juin 2017, match 3 des finales. Vous êtes dans le camp adverse et vous prenez c'est contre Chalon, SIG Chalon. Vous prenez ce tir au buzzer qui permet à Chalon de passer devant dans la série. Il y avait un partout avant ce match-là. Est-ce qu'on vous en parle? La suite, on la connaît. C'est la SIG qui perd cette série-là. Est-ce qu'on vous en parle souvent de ce tir-là au buzzer? Malheureusement, oui, un peu trop. Ouais. Parce que ça revient souvent, c'est soit on me dit « Ah, tu nous as volé un titre », ou soit on me dit qu'il faudra nous mettre le même. Donc effectivement, ça revient au moins une fois par semaine, facile. Justement, voilà, comme ça, on est lundi, c'est fait. Comme ça, c'est fait. J'ai mon quota de la semaine. Nous, on va dire, vous nous devez la même, rendez-vous dans quoi? On est en mars, dans 2 mois. 3. Pour revenir sur vos débuts, vous avez commencé le basket assez tardivement, vers 14-15 ans. Vous avez fait du foot avant ça, mais vous avez d'autres qualités, regardez. Je suis toujours celui qui est en train de blaguer, de mettre l'ambiance, de danser, de chanter, parce que j'ai une très belle voix et des qualités de danseur indéniables. Alors, je suis allée vérifier si vous disiez vrai, et j'ai trouvé une vidéo de vous. Alors, il me semble que c'est vous, si je ne me trompe pas. Alors, c'était quand? Ça date un petit peu, ça. C'est à l'hôtel, ça, en plus, non? Non, c'est... Vous vous rappelez même plus si, vous-même. je pense que c'est chez Kevin Serafin. Je sais pas oui, c'est lui, c'est sur son compte YouTube, donc je pense que c'est lui qui était derrière la caméra. C'était chez Kevin une petite battle avec son frère. Et encore là, j'ai pas donné, là j'étais à 25% et puis j'étais très jeune, c'était il y a maintenant, je pense, une dizaine d'années. Vous êtes amis quand même encore ou... Après cette danse, il m'a plongé au rang de meilleur ami. Là. Il a vu ça, il a vu trop de talent, il s'est dit je peux pas le laisser partir comme ça. Donc effectivement, vous avez vu mon talent caché. Mais ça, c'était les débuts, vous avez progressé quand même. Ah oui, non, maintenant, là, c'est concert de Beyoncé et tout. Mais bon, ouais, mais regardez la preuve en image, vous avez progressé en danse. En tout cas, concert de Beyoncé, j'ai pas la preuve, mais... ça se passe dans les vestiaires. Il y a toujours une bonne ambiance, comme ça, vous dansez tout le temps dans les vestiaires, comme ça Non, depuis que Jacques est plus là, un peu moins. C'est parce que Jacques, c'était mon DJ. Et donc, sans mon DJ, je ne suis rien. Et donc, depuis qu'il est plus là, un peu moins de danse. Jacques Aligny, il faut qu'il revienne vite, du coup. C'est ça. Mais il commence à le voir de plus en plus en ce moment, donc peut-être qu'on va revoir de nouvelles vidéos. Alors derrière le téléphone qui vous filmait, c'était Ali Traoré. Il vous chambre d'ailleurs souvent, et ça ne date pas hier, le fait qu'il vous chambre, regardez. Moi je trouve qu'il a un physique de rappeur, une voix de rappeur, mais c'est un garçon très bien élevé, très sympa, très gentil. Bon, il est un peu con, quoi. Un peu con, quoi. Sympa, le coéquipier. C'est toujours comme ça encore maintenant, aujourd'hui? Oui, et surtout, je sais pas pourquoi il veut toujours me mettre dans son équipe de calvitie. Pourtant, j'ai un afro. J'ai l'afro, donc je comprends pas pourquoi il me met dans cette équipe-là. Mais bon, il aime beaucoup m'en parler, en tout cas. Aurélus, en tout cas, il se moque encore de vous. Récemment, j'ai enregistré, regardez cette story Instagram. Voilà, il vous prend... il a écrit « C'est mignon, Jérémy a droit à des cours particuliers avec le coach ». Alors c'est vrai ça, vous avez des cours particuliers avec le coach? Le coach, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans le basket et il aime beaucoup partager ses connaissances. Donc, et moi, je suis toujours avide d'apprendre. Donc c'est toujours des petits moments comme ça. Et puis surtout, le vrai truc, c'est qu'Ali, il aime beaucoup son téléphone. Et, il est tout le temps, il est à l'affût de tout. Ils vivent ensemble. Ah oui, c'est peu de le dire. Ça compte justement une bonne ambiance comme ça. Je sais pas, est-ce que c'est souvent comme ça dans les autres équipes ou particulièrement cette année, ou c'est juste Ali Traoré qui relaie ça beaucoup sur les réseaux? Bon, déjà, Ali, oui, il est très actif sur les réseaux, puisque bon, il pense être un influenceur. Mais non, ça dépend des années. Ça dépend vraiment des années. Des fois, il y a des équipes avec qui ça colle vraiment bien, d'autres beaucoup moins. Et cette année, ça fait partie des équipes qui collent bien, vu que déjà, ce qui est bien, on a beaucoup de francophones. Donc, ça permet de vraiment beaucoup échanger. On a vraiment que des gars très simples, très sympas. Donc, la monnaie s'est appris très facilement de ce côté-là. Là, on voit le bon côté des réseaux sociaux, ce qui est drôle, puis on en rigole et tout. C'est... On fait attention quand même à ce qu'on met dessus, où il faut faire confiance à ses coéquipiers aussi, parce que là entre guillemets c'est amusant et on en rigole, mais on sait que ça peut avoir un côté pervers parfois. Moi je suis pas un grand fan des réseaux sociaux, donc je suis beaucoup à l'écart tout ça, donc par exemple je la découvre cette vidéo, je savais pas du tout qu'il avait. Ça vous rattrape, comme quoi ça vous rattrape quand même. Ouais, c'est ça, c'est que bon, on peut essayer de pas, moi je ne posterai pas grand chose, mais effectivement ça n'empêche pas, mais de nos jours, avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, maintenant l'influence des supporters, etc., je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on met et ce qu'on dit, parce que ça peut vite nous retomber dessus. Donc, il y en a certains qui le gèrent mieux que d'autres. Ali le gère très bien, donc c'est une bonne chose. Vous lui ferez un procès si jamais.
Allez, il nous reste 2 petites minutes. On va parler un peu plus sérieusement de cette fin de saison. Vous connaissez évidemment le passif de Strasbourg. Vous y avez été pour quelque chose avec les 5 finales perdues, la demi l'an dernier. Il y a toujours, vous sentez toujours cette attente du public du Uranus qui était nombreux. On était quasiment à guichet fermé à nouveau samedi soir. Il y a vraiment cette attente de titre. C'est quelque chose que vous percevez ici? Oui, ça, je l'ai vraiment senti. Et puis surtout, malheureusement, pour Strasbourg, j'étais là au tout début quand ça a commencé, en 2013. Et quand je compare par exemple avec les finales de 2017, l'engouement était clairement différent. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un vrai engouement derrière le club. On le voit encore là d'avoir guichet fermé à ce moment-là, alors qu'on n'est pas très bien classé. C'est la plus grosse affluence de France, pardon, je vous coupe. Oui, sur la première moitié de saison, en valeur brute, c'est la plus grosse affluence française, qui est une nouveauté aussi. Enfin, il y a 10 ans, c'était pas ça à Strasbourg. Non, mais c'est clair. Et moi, comme je l'ai dit, moi je le voyais il y a 5-6 ans. Donc, on sent que la ville attend que ça pour vraiment pouvoir complètement exploser. Donc, ce serait vraiment magnifique qu'on puisse le faire. Après, malheureusement, les autres, ils ne vont pas nous le donner. Mais ce serait vraiment une belle chose qu'on puisse le faire. Et je pense que ça pourra encore donner un nouvel élan à la ville et au club de réussir à avoir ce titre. Jérémy Enzoli à Strasbourg, pour finir, c'est pour une saison, c'est plus si affinité Mais c'est déjà signé 2 saisons. C'est 2, pardon. C'est vrai. Et après, malheureusement, dans le sport, on ne peut pas trop savoir ce qui se passe. Ça dépendra de ma forme, des besoins de l'équipe dans 2 ans. Donc, moi, j'aimerais bien pouvoir rester ici quelques années. Mais après, ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas réellement répondre, on va dire. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy Enzoli, d'être venu dans cette émission ce soir. On vous retrouve évidemment sur le parquet d'Uranus. Bientôt, il faut patienter un petit peu à l'extérieur, ce week-end d'abord, avant de retrouver l'Uranus. Merci beaucoup, Marine. Ça fait plaisir, basket. Si vous cherchez une ailière chuteuse pour compléter l'effectif, elle candidate. Je dunk, tout. La totale. Merci beaucoup à tous les deux. On va terminer cette émission avec Nicolas Riffel, parler cuisine et gastronomie, évidemment. Le trublion des cuisines alsaciennes s'est dirigé cette fois-ci du côté de Mulhouse, presque chez vous, Marine, du côté de Morchevillers-le-Bas. Restaurant atypique, pas du tout le genre de table et de cuisine auquel Nicolas Riffel s'attaque d'habitude. Mais cette fois-ci, c'est parti, regardez. Alors oui. Comment est né le restaurant au grill? Vous savez que les Chinois, 9 sur 10, ont travaillé dans la restauration. Ouais. Moi aussi, depuis petite, d'où ma famille, on travaille dans la restauration. Un jour, on réfléchissait pourquoi pas un restaurant à volonté, mais européenne, parce que les Asiatiques... C'est pas forcément asiatique, quoi. Voilà. Comme asiatique, il y a déjà beaucoup, même trop sur le marché. Bien sûr, ouais. Oui, il y a pas forcément toujours très bon. Hein. Non. Il faut le dire aussi, non, pas peur de le dire. Oui, pas bon, il faut le dire, mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Bien sûr, exactement. Ouais. Alors, ça fait combien de mètres carrés ici? 940. Hein. Bon, il y a combien de couverts? Maximum, on peut mettre soit 360. Et ce qui m'a plu aussi, c'est les différentes ambiances qu'on peut retrouver. Par exemple, celle-ci, mais si je bouge dans le restaurant, je me retrouve dans quelque chose de plus industriel, sur l'arrière avec des arbres. C'était quoi l'idée? Voilà, donc là, le terme, c'est plutôt nature. Ouais. Donc, on avait des arbres avec des lumières comme décoration. Ouais. Des murs étaient tapissés avec des images l'arbre, avec des lumières en forme de l'oiseau mural. Ouais. Voilà, et même des oiseaux qui est suspendu au plafond. Excellent. Voilà, donc c'est nature. Avant de commencer à choisir, parce que là je suis comme un enfant, j'ai envie de sauter partout et tout goûter, j'aimerais qu'on fasse le tour ensemble et que tu m'expliques un petit peu les choix que vous avez faits. D'accord. Voilà, par rapport aux entrées, je vois même du fromage déjà ici. Explique-moi un petit peu tout ça. Là, donc on est aux salades, donc avec les sauces pour assaisonnement. Toutes les salades, il fait avec du légumes frais. Okay. On le fait à la maison. Alors j'ai vu, c'est même des fruits de mer. Quoi, oui, il y a pas mal de choix. Le soir, il y a encore plus de choix. Ouais, pendant qu'on en parle, il y a 2 concepts. On a le concept du midi et le concept du soir, où tu as aussi des choix supplémentaires le soir. Bien sûr, ça. Bien sûr. Et du carpaccio? Oui, du carpaccio du bœuf. Wow. On le tranche nous-mêmes. Le saumon mariné, on le fait nous-mêmes aussi. D'accord. Voilà. Là, c'est le charcuterie avec tout ce qui est salami, du jambon. Des saucisses, on a même une machine pour trancher les jambons. Pour le faire nous-mêmes. Bien, ouais, jambon italien, jambon espagnol, ça change. Et donc moi, je peux partir avec ça à table alors. Au cadeau de Noël, au Nouvel An. Et là, il y a le fromage pour terminer. Et puis si on change de l'autre côté, viens voir.
Et là, il y a des fritures. Là, tu peux te faire plaisir. Pour ça, je pense Oui. que les enfants doivent être très contents par ici. Oui, des nuggets. T'as des frites. nuggets. Voilà, et là, il y a les plats chauds françaises ou Donc, on peut européennes. retrouver Déjà- civet de serre même, du bourguignon. Oui, oui, D'accord. oui. Des navarins des fois, oui. T'as même du jambonneau. Oui. Incroyable. Et là surtout, ça c'est un Les endroit que grillades, j'adore, c'est oui. les grillades. Rhum steak, on a même de l'onglet, de l'araignée de veau, du poulet. Et le soir, tu parlais bien sûr des entrecôtes aussi. Des filets de bœuf et tout plus, ouais. Et Des ça, côtes c'est à de volonté. bœuf. Oui. Petite question, comment tu gères tout ça, tout ce flux, comment tu gères cette qualité en cuisine? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Avec beaucoup d'efforts. On travaille, on essaye de travailler les produits frais, les produits régionaux et surtout de mettre en place des cocottes françaises. On a des viandes maturées, on a des viandes de qualité qui viennent d'Angleterre, de France. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, moi je suis convaincu. Et maintenant, je vais goûter tes viandes encore une fois. Ça, c'est gentil. Bon, tu me conseilles quoi? Je te conseille l'onglet, qui est une viande maturée à 7 jours et qui est, pour les connaisseurs de viande, une très bonne viande. Sinon, on a aussi le diamant qui est très tendre et qui est une viande anglaise et qui, justement, c'est du beurre, quoi. Ça plaît surtout aux femmes, d'ailleurs. C'est peut-être le nom. Ok, je sais pas. ça. Bah écoute, je vais goûter diamant et onglet. Allez, c'est parti. Je te fais ça. Justement, les clients ils kiffent un petit peu que ça soit comme ça des cooks shows où ils peuvent discuter avec le cuisinier, parler des préparations et tout. Oui, c'est très agréable de recevoir les gens, de pouvoir un peu, justement, de ne pas toujours rester fermé dans sa cuisine et de pouvoir discuter. En fait, tout le T'as monde... un vrai retour aussi sur ta qualité comme ça. Tout à fait. Dès que quelque chose ne va pas, on est assez vite au courant, les gens viennent nous en parler. On a des habitués aussi qui appellent ça leur cantine, qui viennent tous les 2-3 jours à midi. Et surtout, ne soyez pas sages.